Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Willy, bienvenue. Salut Julien, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de venir. C'est un vrai plaisir de te recevoir, Willy, pour deux raisons super importantes. La première, déjà, c'est que j'ai jamais caché que j'étais fan de ton boulot. Je pense que il doit y avoir quelques commentaires qui traînent un peu partout. J'ai sorti ma petite banderole de groupie. De toute façon, merci Willy. Donc ça, c'était le premier sujet. Et le deuxième, c'est parce que je vais essayer évidemment de présenter, mais en termes de stratégie, d'analyse financière, de compréhension des enjeux financiers des entreprises, notamment et des startups, et de tous les univers innovants comme le Web3, qui est une de tes spécialités, tu as vraiment une énorme qualité et on va vraiment compter sur toi pour nous donner un petit coup de pouce sur ce là. C'est la vulgarisation de stratégies, de thématiques, de mots qui peuvent échapper parfois, voire souvent. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur le aux créateurs d'entreprises, aux créateurs de start-up, aux futurs créateurs d'entreprises, et même à ceux qui demain vont aller chercher à lever des fonds, à utiliser des effets de levier pour structurer leur croissance. Je vais te laisser la parole. Ce que je voudrais évidemment dans un premier temps, c'est que tu t'expliques pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il doit bien en rester quelques-unes, qui tu es, quel est ton parcours et quelle est ton activité. Ok, super, ça marche. Écoute, déjà, encore une fois, merci de m'avoir invité. Je suis très content et flatté que tu aies pensé à moi pour la partie financière. Alors, très simplement, moi, je m'appelle Willy. Donc, je suis trader et investisseur depuis 2018 de manière totalement indépendante. Je ne suis pas relié à une entreprise ou un fonds. Et depuis récemment, là, depuis 2022, je suis aussi auteur de BitMarket, donc qui est une newsletter qui est dédiée à l'investissement et au trading en crypto-monnaie. Donc, je partage des stratégies, des méthodes qui sont backtestées pour vraiment avoir les clés et se lancer sereinement dans l'univers crypto. Après, de manière très succincte sur mon parcours, je suis assez jeune, j'ai 22 ans. Donc, pour moi, les études, c'était il y a encore quelques années. Donc, j'ai eu mon bac S en 2018, mention très bien. Après, je suis entré directement dans une école de commerce post-bac où j'ai fait un bachelor marketing. Le marketing, à l'époque, c'est vraiment la sphère qui m'intéressait. Et très vite après, j'ai switché sur la finance. Et donc, c'est pour ça, finance / entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'après mon bachelor, j'ai voulu tout de suite monter une entreprise dans la sphère financière. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre le master d'HEC dans l'entrepreneuriat. J'ai passé le concours, j'ai eu les écrits, mais j'ai raté les oraux. Et aux oraux d'HEC, le jury m'avait dit que je manquais d'expérience entrepreneuriale et que j'étais un peu jeune par rapport aux autres profils de la promotion. Donc, on m'a conseillé de prendre une année de césure, de monter une boîte et peut-être de repasser le concours. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai monté une première boîte de consulting en auto-entrepreneur. C'était vraiment un tout petit projet, mais simplement pour tester 2-3 stratégies. Ça a super bien fonctionné. J'avais pas de site internet, j'ai pas fait de publicité, c'était que du bouche à oreille en fonction de mes prestations et ça marchait bien. Jusqu'au jour où, grosse erreur, j'avais une grosse dépendance à un client en termes de CA. Et ce client a déposé le bilan et m'a, entre guillemets, entraîné dans sa chute. Donc, ça, c'est une leçon que j'ai bien retenue pour diluer le risque. Maintenant, il faut bien être diversifié au niveau de ses clients et de son CA, c'est sûr. C'est pareil chez les suite à clients. ça, exactement. Et suite à ça, du coup, j'ai monté un second projet, celui que j'ai présenté en introduction, donc BitMarket, cette newsletter, mais que je vois aussi plus comme une sorte de formation en continu avec les newsletters qui sortent de manière hebdomadaire pour vulgariser l'écosystème crypto, l'appréhender d'un point de vue financier. Et donc aujourd'hui, ça cartonne, il y a 28 000 utilisateurs en 6 mois, 6 ou 7 mois, et elle est classée, cette newsletter, 7e mondiale et première française par Substack, qui est la plateforme de newsletter de référence. Et voilà, succinctement. Donc aujourd'hui, mon temps, il est splitté en deux parties. Il y a la partie vraiment trading sur les marchés. J'ai une grosse présence sur les marchés et une partie que je pourrais vulgariser, que je pourrais dire, vulgarisateur, créateur de contenu. J'inclus dedans la newsletter et de la création de contenu sur les réseaux. Voilà, globalement. Ce qui est amusant quand même, il y a deux choses qui sont amusantes. C'est en fait, c'est presque, t'es trop jeune pour être aussi intelligent. C'est un peu ça presque le truc. C'est presque un peu ça la réponse. Et deuxième, tu vois, c'est marrant quand même parce que souvent chez les marketeurs, et moi ça m'est arrivé aussi. Moi j'ai fait market, mais je trouve qu'il y a souvent il y a une catégorie de population qui à un moment il y a un choix entre market ou finance, et souvent on penche un peu sur l'autre. Il y a souvent l'envie de l'un, l'envie de l'autre, et je trouve ça assez amusant quand même. Au final, Ouais. le fait que souvent,
ce soit, bah, tu vois, moi, j'ai poussé à fond sur le market et toi, tu as dérivé sur la finance. Ça aurait pu être l'inverse. Tu vois. Mais ouais, tu vois, c'est ça qui est super important, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que et je pense aussi que c'est pour ça que BitMarket aujourd'hui a une vraie réussite. Et je cache pas que moi, je la suis et que je la reçois toutes les semaines et que je fais ton Telegram. C'est parce qu'il y a vraiment cette notion de je suis pas là pour étaler le fait que j'ai des compétences dont vous disposez pas, quoi. Je suis pas là non plus pour vous dire vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça, parce que c'est un autre métier. Hein. Dans ce cas-là, on est plutôt dans la gestion d'actifs, Ouais. ce qui n'est pas le cas de mémoire, des licences, etc., un peu spécifique. Mais en revanche, c'est le fait de dire bon, bah voilà, c'est un monde qui est complexe. Et en fait, moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse y avoir accès sans avoir la sensation que le monde des finances n'est pas une gigantesque arnaque ou que si tu connais pas les, tu vas forcément te faire avoir, quoi. Et je Ouais. trouve que en ça, BitMarket, ça et quand même la profondeur des analyses, des réflexions que tu portes, qui, je trouve, change beaucoup d'un certain nombre de newsletters qu'on peut lire sur des cryptos. Et du coup, c'est cet équilibre-là entre la vulgarisation, mais aussi la profondeur de la réflexion, qui fait que il y a quand même un vrai sujet qui est fort sur le développement de ton activité, quoi. Ok, bah, je te remercie parce que c'est exactement la raison pour laquelle j'ai lancé. Parce qu'au final, quand j'ai lancé ça en avril, on était encore, enfin, on commençait le marché baissier, mais c'était pas encore officiel parce qu'il y avait des niveaux clés qui n'avaient pas encore été cassés, etc. Mais globalement, c'était encore un moment dans le marché crypto où je voyais beaucoup de vendeurs de formation, de vendeurs de rêves, avec des contenus qui étaient mal documentés. Il n'y avait pas d'expertise, il n'y avait pas de résultats probants. On vantait des résultats un peu illusoires. Et je me suis dit, c'est dommage de gâcher cet écosystème avec des vendeurs de rêves et du coup, de la perte de confiance du consommateur qui se dit ça m'intéresse d'investir, mais j'ai pas envie de me faire plumer, entre guillemets, c'est ça. Et je me suis dit, ça n'existe pas un service aujourd'hui qui centralise cette information, qui la vulgarise et qui la rend accessible d'un point de vue financier parce que c'est totalement gratuit. Et surtout qui permet de s'adapter à chacun des utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, dans mon audience, j'ai un panel assez large qui va de 18 jusqu'à une quarantaine d'années, globalement si on prend une moyenne. Et donc, il y a des profils très différents, tu vois. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas la même tolérance au risque, le même capital de départ, etc. Et en fonction de toutes ces variables-là, tu mets en place des stratégies d'investissement qui sont différentes. Et du coup, c'est ça l'objectif de BitMarket, c'est de s'adresser à tout le monde de manière quasiment sur mesure. Ok. Ah non, c'est assez clair et je pense que c'est une vision et une analyse qui sont assez justes. Et je pense qu'à un moment, il faut que les vrais pros du sujet tordent un peu le cou au guignol façon à laquelle on est vite répondu, si tu vois. Pour le nommer, mais je pense qu'il n'est pas utile de le nommer. Bon, deuxième question te concernant, moi je voudrais avoir ton avis sur Ouais. qu'est-ce qu'il y a. Alors, si on parle un petit peu création d'entreprise, start-up, et qu'on va vraiment à la question de la stratégie financière, qu'est-ce qui pour toi a changé, qu'est-ce qui a évolué dans la stratégie financière des start-up, de la création d'entreprise ces dernières années? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette évolution? Ok. Je pense que si on prend vraiment les 20-30 dernières années, il y a deux choses qui ne changent jamais dans une boîte, mais c'est les leviers que tu as. Tu as le levier humain et tu as le levier financier. Et par contre, ce qui a changé, je trouve, c'est la manière dont on les utilise. Par exemple, le levier financier, je trouve que c'est une manière un peu cyclique. Au début, donc il y a une vingtaine d'années, pour monter une boîte, on allait faire du bootstrapping, c'est-à-dire qu'on allait commencer à créer une boîte sans chercher à lever des fonds, et la boîte allait se développer parce qu'on allait commencer par développer un produit, le vendre et faire rentrer du chiffre directement. Et on vivait avec ce chiffre qui rentrait, on développait la boîte de plus en plus. Et puis, assez rapidement, donc là, ces dernières années, ça a été l'inverse. On a commencé avec une idée, on a fait lever des fonds pour financer cette idée avant même d'être rentable. Et je trouve que maintenant, donc ça c'était encore il y a 1 ou 2 ans, et je trouve que maintenant, là en 2022, on retourne sur un cycle un peu de bootstrapping avec beaucoup de créateurs de contenu, de freelance, de solopreneurs qui se lancent. Et je trouve du coup que ça change, mais de manière cyclique, c'est-à-dire la manière avec laquelle on approche l'entrepreneuriat. Soit on l'approche avec des fonds, donc on veut financer une idée, mais on ne sait pas si elle va être rentable. Soit on l'approche avec l'idée, on a une idée, on sait comment la développer sans avoir tout de suite une dépendance à des VC, etc. Et donc ça, je trouve que
c'est un mindset qui change de temps en temps, peut-être de génération en génération. Ça, c'est simplement mon avis personnel et mon analyse sur ce point de vue-là. Et je pense qu'à l'époque, donc quand ça change comme ça, on a ce shift en fait de paradigme. Les VC aiment financer des projets, mais plus que les projets, ils aiment financer des équipes et des liens entre les équipes. Et ils se disent, OK, j'investis sur cette équipe-là, pas nécessairement sur l'idée qu'ils ont. Alors que l'idée du bootstrapping, que je vois beaucoup plus actuellement, il y a plein de newsletters qui se lancent, il y a plein de side projects qui se lancent et des gens qui quittent leur job progressivement parce qu'ils ont lancé un truc qui fonctionne bien. C'est exactement ça. C'est l'idée de, j'ai une idée, je veux la tester sur le marché avant de tout quitter et de prendre maximum de risques. Donc, on crée une version bêta du produit ou du service, on commence à le vendre petit à petit, et puis après, on établit sa stratégie marketing, etc. Et c'est exactement comme ça que je trouve actuellement, on est dans cette dynamique-là. Mais il y a quelques temps, ce n'était pas le cas. Et donc, je trouve qu'il y a un shift progressif comme ça. Donc ça, c'est le premier levier, c'est le levier financier. Sur la même idée que la première, une fois que le projet est lancé, donc tu n'as plus besoin de lever des fonds, donc là, on est vraiment à l'étape 2, il y a aussi un shift, c'est avant, pour financer en fait ta croissance, tu allais chercher des fonds ailleurs. Donc, tu allais chercher des fonds, donc tu allais utiliser ta concentration, ton énergie sur là où tu pouvais puiser des fonds, donc c'est-à-dire des banques autour de toi. Donc, tu allais vraiment concentrer pour développer ton projet, tu allais concentrer ton énergie et ton temps sur la recherche de fonds, au lieu, je pense, de concentrer ton temps et ton énergie sur l'identification du problème, vraiment développer le meilleur produit ou le meilleur service possible par rapport aux besoins de ton audience. Et donc, c'est ça, en fait, c'est le réflexe d'aller chercher des fonds chez les prêteurs plutôt que d'aller chercher des fonds chez ses clients. Et c'est ça, je pense, le shift qu'il y a entre on bootstrap et on va se lever des fonds tout de suite. Et ça, je pense que c'est vraiment l'évolution qu'on a eue sur les dernières années. Et après, du coup, pour revenir sur le levier humain, vas-y, dis-moi, tu voulais rebondir? Non, ouais, juste un truc sur la partie financière. Je trouve que ce que tu dis est très juste et c'est marrant parce que j'ai échangé avec une personne pas plus tard qui va rebondir sur le sujet et qui disait c'est Henry Ford qui disait c'est pas l'entreprise qui paye ses salariés, c'est les clients. Et on parle d'un truc. Bon, ça fait pas un siècle, mais bon, ça se rapproche quand même. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que pendant longtemps, les business de nos parents ou de nos grands-parents, c'était bon, on a une idée ou alors on a un savoir-faire, on démontre ce savoir-faire, hein, on est apprenti, entre guillemets, parce que c'est ça l'apprentissage, hein, voilà, on apprend un métier, on apprend à le faire, on apprend à utiliser nos compétences, et petit à petit, on se sépare de notre maître d'apprentissage, et puis on monte en compétences, on prend nos premiers clients, et puis on démontre à d'autres qu'on est bon, et puis par le bouche à oreille, par un petit peu de publicité, on fait en sorte etc., etc. Et c'est vrai que les entreprises, d'abord, ont été créées comme ça, c'est-à-dire en idée, en réponse à une problématique, et donc on va créer cette idée, et on va voir comment ça se développe, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'était pas dur à l'époque, hein. Que il y avait quand même beaucoup moins de chefs d'entreprise, il y avait quand même beaucoup moins d'entreprises. Alors, et comme il y avait moins d'offres, c'était plus facile de répondre à la demande. Mais je pense que sincèrement, c'était plus dur de monter une entreprise, c'était plus dur de faire rentrer de l'argent, c'était plus dur de communiquer, etc., etc. Donc voilà, il faut pas dire que c'était plus facile ou c'était mieux avant. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était la mécanique. Et en fait, avec l'avènement de la Startup Nation, avec les vices qu'on lui connaît, très clairement, en fait, on est assez vite rentré, je pense, depuis des années 2000 à 2015, 2018 peut-être, je pense jusqu'au Covid, grosso modo. On a vraiment eu une vague de OK, on a une idée, on monte un projet, on lève des fonds, et une fois qu'on a levé des fonds, on va voir ce que ça donne, etc., etc. Moi, j'imagine à peine le billet ou le pognon que la BPI a dû perdre dans des boîtes ou des projets qui n'avaient pas validé leur traction de marché. Mais après, il y en a plein qui l'ont fait. Nous, on l'a fait, lever avant d'avoir une preuve de ce marché. Tout le monde le faisait comme ça, parce qu'on nous a aussi vendu pendant un moment le fait que la valeur d'une startup en France, c'était sa valorisation liée à sa levée de fonds et pas forcément la valorisation liée au chiffre d'affaires. Et on voit notamment avec quelques gadins
au mois de janvier 2022. C'est quand même Sigfox, qui est une grosse boîte toulousaine, qui est un petit peu la fierté de la startup, de l'écosystème startup de Toulouse, qui a déposé le bilan parce qu'au final, ils avaient levé des sommes pas possibles, sauf que le chiffre d'affaires n'était absolument pas là parce que l'attraction de marché était absolument pas suffisante. Et en fait, en effet, on s'est rendu compte, je pense, de ces vices-là et du fait que, alors comme les fonds avaient de l'argent, c'est de l'argent, mais il y a plein de boîtes comme ça, on peut en citer plein d'autres, Arcos, etc., qui avaient au départ globalement de bonnes idées, même si c'est un peu plus ancien pour Arcos, mais qui, au final, n'avaient pas une vraie preuve de traction et brassaient beaucoup d'argent avant de brasser du chiffre d'affaires, en fait, et avant de brasser du client. Et je trouve que c'est bien quelque part. Alors, on ne va pas forcément lancer le débat sur ou contre les effets sur les marchés du Covid. Parce que, bon, il y a une impression au-delà du business pour se lancer dans ce genre de débat. Mais pour autant, s'il y a, entre guillemets, un point positif sur la réflexion qu'on les post-Covid, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'aller chercher de l'argent, il ne s'agit pas de se payer son chiffre d'affaires de dirigeant parce que tu as levé des fonds auprès de VC ou de BAs, quoi. C'est vraiment de dire, bon, attends, et nous, c'est un sujet sur lequel tous les accompagnements de CEO, dans la majorité des cas, se passent comme ça. C'est bon, ok, est-ce que vous avez les compétences clés, donc le capital humain, donc on va parler après. Également, est-ce que on a une vraie preuve de traction de marché? C'est-à-dire que le bootstrapping, c'est vraiment, on fait un produit minimum viable le plus bêta possible, quitte même à sortir de la maquette sur les modèles SaaS, et puis à faire tester, jusqu'à dire aux gens, bon, est-ce que vous mettriez quelques jours dedans? Et si c'est oui, bon, bah là, ok, on développe, on fait un petit peu de chiffre d'affaires et on cherche des fonds. Et pour ces premières parties, à la limite, si tu as besoin d'un petit peu de sous, il y a un sujet qui fonctionne très très bien et qui s'appelle la subvention, par exemple. C'est quand même fait pour ça. Donc, je trouve ta réflexion assez juste, et autant d'un point de vue financier, Marc, autant d'un point de vue financier que d'un point de vue stratégique et marketing. Donc, c'est très très juste. Et du coup, dans cette continuité-là, tu as le fait que tu as une émergence aujourd'hui de solopreneurs. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y a moins de barrières à l'entrée et que du coup, c'est plus facile de se lancer qu'avant, ou alors que c'est parce que les gens, tu vois, être solopreneur, tu vois, c'est un peu un gage de liberté. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu n'es pas dépendant. Tu as une comptabilité qui est aussi simplifiée parce que tu es le seul, etc. Donc, pourquoi pas, peut-être que c'est l'une des raisons. Mais en tout cas, le fait est qu'on a une vague de solopreneurs qui se crée. Du coup, c'est une nouvelle manière, si tu veux, d'entreprendre, pardon. Et je trouve, alors ça, c'est encore une fois, c'est par rapport notamment à ce que je vois sur LinkedIn, à tous les solopreneurs que je vois sur LinkedIn. J'ai l'impression que, du coup, quand tu es un solopreneur et que tu investis beaucoup sur ta marque personnelle, tu as le luxe de pouvoir choisir tes clients. Et que du coup, l'objectif, ce n'est plus de faire du mass market, donc d'essayer de vendre beaucoup à tout le monde, mais essayer de vendre cher à peu de personnes. Donc en fait, c'est plus de jouer sur le volume, mais c'est de jouer sur l'expertise et la qualité. Et ça, tu vois, quand ça revient sur le fondement de ta question, qui était qu'est-ce qui a changé, évolué, je trouve que ça n'existait pas avant. Tu vois, le fait qu'on parie plus sur la qualité de la personne, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. En plus, je trouve que quelque part, ça rejoint le fait qu'on n'est plus dans un marché de la demande, mais dans un marché de l'offre. C'est-à-dire que avant, il y avait quelques offreurs pour des millions de demandeurs. Aujourd'hui, il y a des millions de demandeurs pour des millions d'offreurs. Donc forcément, faire du mass market pur et dur, à moins de bagnoles ou des téléphones, c'est pas forcément hyper évident. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est une stratégie qui est de plus en plus prisée et sur laquelle les gens communiquent beaucoup et qui est assez juste, je trouve, c'est le business de la spécialisation. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si on prend ton cas, sur le sujet de la stratégie financière, moi, je suis certain que tu as plein de compétences en stratégie financière sur tout un tas de sujets, parce que la finance, c'est quand même une palette super large, de la gestion à l'investissement, au compte de l'entreprise, à la stratégie financière du bilan, etc., aux introductions en bourse, les ICO pour les cryptos, etc. C'est clair que c'est un sujet qui est ultra vaste, mais en fait, tu pourrais faire partie des gens qui communiquent sur un peu tous ces sujets, et en gros, ça revient à parler pas très fort à plein de gens, mais la spécialisation, ça revient à dire, bon voilà, je vais parler très fort, c'est une métaphore, hein, mais bon, je vais parler très fort à un groupe de personnes qui va être très à l'écoute de ce que je vais dire, parce que cette spécialisation-là, elle va vraiment leur parler, et en gros, ils vont rester un peu addicts
au travail que je conçois au quotidien, parce que il y a plein d'éléments sur lesquels on se retrouve et qui ne sont pas uniquement des éléments de compétences. Et je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire concernant le branding. C'est aussi un élément de branding. C'est-à-dire que la spécialisation, c'est le fond, la forme. Donc, c'est les choix que tu fais en fond sur ta spécialisation. Et c'est aussi la manière de le communiquer qui fait que l'interaction avec l'audience, avec ton audience fonctionne bien et qui fait que on a couplé le bénéfice d'usage que tu donnes à ton audience par la compétence spécifique que tu donnes et le bénéfice d'image parce que dans la façon de communiquer, dans les valeurs que tu prônes, tu vas te retrouver avec les gens parce que cette image-là leur envoie une vision positive de la spécialisation sur laquelle ils ont décidé de s'engager avec toi. Ouais, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis convaincu que le branding, c'est une arme qui est beaucoup plus puissante que la publicité ou le marketing en tant que tel. Enfin, c'est une forme de marketing. Ce que je veux dire, c'est plutôt que d'investir 10 000 ou 20 000 dans des campagnes marketing, investir sur son branding, que ce soit branding personnel ou un branding de corporate, de la boîte, je trouve que c'est beaucoup plus puissant et ça permet de beaucoup plus se différencier de la concurrence que de simplement payer plus cher le spot de pub. Donc c'est Parce certain, que hein. du coup, Bah, c'est aussi. ouais, Vas-y, vas-y. tu, tu crées un lien de fidélisation avec ton audience et c'est pas un lien monétaire, tu vois, c'est pas j'ai payé plus cher, j'apparais là, donc je fais tu vois, de la notoriété parce que j'ai de l'argent, tu vois, pour investir. Non, c'est pas du tout ça. C'est tu as investi sur ta compétence, tu as investi sur ton image et tu es reconnu pour ça. Et du coup, c'est quelque chose que même tes concurrents ne peuvent plus te retirer, tu vois. Et donc ça, c'est un avantage quasiment, on pourrait appeler ça, tu vois, l'unfair advantage. Il y a un livre là-dessus qui est très bon. Et je trouve que ça, vraiment investir sur, on en parlera probablement après, mais investir sur sa marque personnelle, c'est probablement le vecteur différenciant le plus puissant dans sa campagne marketing. Surtout en spécialisation. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on, on- on se rend compte petit à petit. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de chiffres qui tombent, notamment, tu disais, sur les campagnes Ouais. comme que ce soit la haute bande classique, publicitaire, comme les campagnes d'ads, etc. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de rentabiliser les campagnes d'ads parce que les gens sont submergés de publicité dans leur feed, alors que euh, l'émergence de la stratégie d'inbound, doit évidemment être couplée à un personal branding ou un branding fort, c'est-à-dire on crée un contenu spécifique qui apporte une vraie valeur ajoutée couplée à une image qui vient confirmer et donner une visibilité rapide de la qualité de ce contenu, voilà, apporte en effet un avantage qui est indéniable par rapport à la concurrence, qui va uniquement dire bon ben hello, viens me voir, voilà ce qu'on fait, te dire attends, je vais te transmettre quelque chose, voilà ma spécialisation, je vais te transmettre quelque chose, je pense que tu en as besoin. Moi, ça ne me coûte rien de te le donner, au contraire. Du coup, on peut avoir un premier échange, et puis si tu as besoin de plus, eh ben, tu sais que je suis. Et en fait, ça intègre un élément fort dans le marketing, c'est que souvent dans le marketing, on confond le cognitif et le conatif. C'est que on confond le fait de connaître quelque chose et le fait de juste de le découvrir, d'avoir la sensation que cette chose existe. C'est quand même assez différent parce que faut savoir qu'en marketing, on passe du cognitif au conatif et du conatif à l'affectif. Et en fait, Ouais. la publicité, au sens classique du terme, ne répond qu'au sens cognitif. C'est-à-dire, OK, j'ai vu. Voilà. Alors que l'inbound, et notamment la transmission de contenu, est d'accepter de donner avant de recevoir, ce qui n'est pas toujours évident hein, pour l'entrepreneur, mais en fait, intègre le sujet cognitif, donc connaît, j'échange, et le cognitif est la passerelle la plus rapide vers l'affectif. Mm. C'est-à-dire, j'échange, donc j'apprécie. Et tu vois, la manière que toi, de travailler, par exemple, avec Telegram derrière, voilà, on sait qu'on a lu on a lu ta newsletter, on peut te faire un petit message sur Telegram pour avoir une précision sur ta newsletter. Et ça c'est fort. Moi, je sais que nous, quand on crée quand on crée du contenu, quand les personnes nous écrivent derrière en nous posant une ou deux questions, on y répond, on fixe des calls, et c'est comme ça aussi qu'on avance. C'est qu'en fait, et pour conclure là-dessus, et pour pas faire que du marketing, parce que le but c'est quand même de parler finance, même si encore une fois, je trouve que c'est hyper lié, donc je trouve ça génial que ça soit aussi bien lié. En fait, ça répond aussi à un autre sujet qui est extrêmement fort et dont je pense on va de plus en plus parler prochainement, que pour pas très longtemps,
la même manière qu'il a été question de lever des fonds avant d'avoir une traction de marché, pendant très longtemps, il a été question de faire beaucoup de trafic avant d'imaginer faire de la conversion. Et en fait, l'inbound et cette réflexion-là fait que tu ne vas pas avoir besoin d'aller générer un trafic absolument démentiel pour arriver à toucher quelques personnes avec qui tu vas pouvoir échanger. On te dit combien j'ai dépensé pour parler à trois personnes. Et l'inbound, en fait, va te permettre de drainer dans ton sillage une audience et des personnes avec qui tu vas pouvoir discuter, qui donc seront au minimum des prospects tièdes, voire chauds, parce que ils seront déjà convaincus par l'échange que tu auras eu avec eux. Et en fait, ton travail, c'est de faire de la conversion. C'est juste de dire à ces gens-là, bon voilà, le moment où vous avez besoin, vous savez que je suis là. Et intrinsèquement, comme les gens te suivent au quotidien, bah, ils savent que tu es là et le jour où ils auront besoin, ils viendront te voir. Exactement. Et ça, c'est vraiment une vraie différence. Ouais, c'est ça. Ok, troisième sujet qu'on va aborder, comme évidemment c'est de parler finance et start-up, bah, je vais poser vraiment la question en 3 francs. La question la plus simple sur le sujet, qu'est-ce qui pour toi caractérise de manière un peu spécifique la stratégie financière d'une start-up? Alors, je pense que ce qui la caractérise en France, parce que je trouve que c'est beaucoup plus français qu'autre part, c'est le BP. Pour moi, c'est le business plan. Je trouve que le business plan, c'est par excellence la définition de la stratégie financière d'une entreprise. Et à bien des égards, c'est bien et c'est pas bien. J'ai un avis mitigé sur le business plan. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, le business plan traditionnel, c'est un peu archaïque. Parce que l'idée du business plan, c'est d'inclure le maximum de variables possibles et d'anticiper potentiellement ce qui va se passer dans le futur. Et c'est très difficile de le faire. Et je pense que la raison pour laquelle aucun BP n'est jamais vraiment respecté et que les coûts sont souvent mal estimés, etc., c'est parce qu'en fait, théoriser ce qui va se passer dans le futur d'une entreprise, c'est que ça relève quasiment de l'impossible parce que il y a tellement, je considère que ça prend quasiment un seul scénario. Tu vois, tu considères les coûts que tu vas avoir, les recrutements en fonction de ta croissance, tu vas recruter, tes coûts marketing, etc. Mais et tu prends ton churn aussi, le churn, c'est-à-dire le taux de désabonnement des gens ou la perte des clients. Tu essayes de comptabiliser, voilà, de voir la big picture de ton entreprise, de voir tous les pôles et d'essayer d'attribuer en fonction du climat, de l'environnement, d'attribuer un taux de croissance et puis toutes les conséquences que ça va avoir au niveau des coûts. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est finalement jamais véritablement respecté, c'est parce que c'est quasiment impossible de prédire avec précision ce qui va se passer. Et c'est pour ça que les BP, pour moi, c'est un très bon exercice pour penser système, donc système pôle de dépenses, mais c'est un très mauvais exercice de projection, entre guillemets, parce que si on considère que le BP qu'on a fait, c'est fidèlement ce qui va se passer, on va être très peu flexible. Et donc, c'est pour ça qu'une des qualités, je pense, de l'entrepreneur, ça va être sa capacité à anticiper ce qui va se passer avec une marge de flexibilité importante, parce que le BP, c'est un bon exercice pour comprendre ce qui va se passer, mais tu vois, si on est cartésien et strict de notre BP, si on a une croissance plus rapide que ce qu'on a anticipé, on va devoir recruter plus rapidement, donc les coûts de recrutement en termes de temps et en termes d'argent, parce que le temps de la formation de la personne, les coûts, etc., avec les charges patronales, etc., enfin tout le reste, ça veut dire que ça va tout décaler. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un BP, ça, pour moi, c'est la caractéristique de la stratégie financière, mais il faut la prendre avec des pincettes, dans le sens où il faut rester flexible. Son BP, il faut avoir le recul nécessaire et la conscience qu'il n'est pas juste et qu'il va falloir le changer au fur et à mesure, il va falloir l'adapter progressivement. Et je pense que moi, je verrais plus le BP comme une feuille de route financière, c'est-à-dire que ça oblige notre cerveau à quadriller des zones, la zone marketing, la zone croissance, la zone équipe, plus que simplement dire, voilà, j'ai prévu que ça allait se passer comme ça, j'ai théorisé que ça allait se passer comme ça, donc ça va se passer comme ça. Et c'est vraiment la frontière entre les deux. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, le BP, bah je suis d'accord. C'est tout un sujet en France. Hein. De toute façon, aujourd'hui, quand tu montes une boîte, tu ne peux pas bouger un orteil sans avoir fait un business plan. Nous, on constate souvent sur le terrain. Moi, je suis d'accord avec toi sur la nécessité de faire un BP parce que c'est un exercice intellectuel qui est lourd, hein, est fastidieux, et puis après, il faut admettre le fait que ça doit évoluer tout le temps, ça c'est sûr. Mais après, c'est un exercice intellectuel qui est complexe, mais pour autant, qui est fondateur, parce qu'il t'oblige à remettre à plat
et à caractériser sur le papier, hein, façon de parler, mais à caractériser vraiment tous les pôles. C'est-à-dire, bon, voilà le contexte, voilà l'idée, voilà l'équipe, etc. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du levier humain, et souvent, d'ailleurs, on a tendance à minimiser l'impact des compétences clés de l'équipe quand on crée une boîte. Nous, on voit plein de gens qui sont sur lesquels, au final, bah, il y a 2 techniciens, il n'y a pas de marketeur, il n'y a pas de financier, il y a un spécialiste du retail, il n'y a pas de technicien. Donc, c'est le sujet des compétences clés qui est pas important. Et tu vois, ça me permet aussi de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait qu'en fait, ce que les VC financent, c'est pas forcément un projet, c'est une équipe pour les mener. Ça, je trouve que beaucoup de créateurs d'entreprises le zappent en se disant ouais, mais l'idée est géniale. Ouais, mais enfin, si l'idée est géniale et qu'il n'y a pas les compétences en interne et que tout est externalisé, pardon, autant que le VC aille directement financer l'externalisation. Ça lui coûtera moins cher. Ça sera moins complexe. Donc là-dessus, c'est un sujet qui est important. Le deuxième sujet important aussi sur l'épée, c'est qu'en fait, le gros défaut du business plan, c'est que souvent, on le remplit pour le remplir. C'est qu'il y a plein de sujets dedans. Comme ça, nous, c'est un combat au quotidien. Et d'ailleurs, on lancera un gros sujet avec CEO en 2023 là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. C'est qu'il y a plein d'outils qui sont super importants dans un BP. Et ces outils, on les remplit pour les remplir. Les personnages clients, le sang bleu, les caractères de différenciation, le tunnel de vente, les compétences clés, le business model. Enfin, c'est des outils qui sont ultra forts que nous, on utilise au quotidien pour caractériser la stratégie et le positionnement marketing d'une entreprise. Mais quand on lit les BP, après, les entrepreneurs sont en 99% des cas hyper honnêtes. Ils se disent oui, mais on me l'a demandé, alors je l'ai fait. Mais tu vois, il faut forcément avoir la méthode pour bien le faire. Donc, je pense qu'avant de faire un BP, il faut quand même prendre le temps de maîtriser un petit peu les outils pour aussi prendre les bonnes décisions. Parce que normalement, quand tu remplis ton BP, tu es censé te dire attends, je n'avais pas pensé à ça. Ah ouais, l'outil m'incite à me poser un certain nombre de questions. Ouais. Donc, le BP, c'est un sujet super important parce que ça permet de te remettre à plat. En même temps, il ne faut pas le remplir pour le remplir. Il faut utiliser l'outil pour prendre les bonnes décisions. Et le dernier sujet, je pense qu'on s'en aussi, c'est que moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis sur le fait que ça caractérise la surface financière de l'entreprise et notamment sa surface de dépenses. C'est-à-dire, en fait, on a souvent tendance, par exemple, à caractériser les facteurs clés de succès comme voilà pourquoi on va y arriver. Sauf que les facteurs clés de succès, c'est pas ça. Les facteurs clés de succès, c'est voilà ce qu'on ne doit pas louper pour y arriver. Ouais. Et dans les KFS, tu vois jamais la notion financière, alors qu'en fait, aucun KFS ne devrait tamponner par, je sais pas moi, une région, un organisme d'accompagnement ou un VC ou un business angel, peu importe, sans que dans les KFS, il soit marqué précisément quels sont les éléments de dépenses cruciaux pour arriver à faire en sorte de remporter la bataille du marché. Parce que l'argent, dans ce cas de figure, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, est un levier, c'est un moyen. L'argent ne peut pas être une finalité dans un BP. C'est clair. C'est clair, l'argent, c'est pas un investissement personnel, sinon ça ne marche pas. C'est ça, ouais. Si on fait une analogie avec la voiture, c'est l'objectif de l'entreprise. L'objectif secondaire de l'entreprise, c'est générer du profit, mais l'objectif primaire de l'entreprise, c'est d'aller accomplir sa mission. Donc, sa mission, c'est variable à chacune des entreprises. Par exemple, Apple, leur thème, c'est Think Different. Donc, ils veulent révolutionner la manière dont les utilisateurs communiquent à travers le monde, communiquent entre eux, etc. Mais du coup, le cash, c'est l'outil qui va leur permettre de financer leurs idées. Et donc, le cash, d'un point de vue entrepreneur, c'est génial parce que c'est le meilleur outil qui permet d'investir dans des idées qui n'ont pas forcément de rentabilité à court terme. Et ça, c'est génial. Mais du coup, il faut effectivement que dans le BP, le cash ne soit pas l'objectif final de l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit la finalité. Parce que dans ce cas-là, l'entreprise n'a pas de sens, n'a pas de philosophie. Tu vois, c'est vide de sens. On crée une boîte en fait pour générer des fonds. Donc, autant aller, je sais pas, faire quelque chose, tu vois, qui. Enfin, je veux dire, pour moi, si l'objectif de créer une boîte, c'est de gagner de l'argent, autant ne pas monter de boîte et aller gagner de l'argent directement, tu vois, en faisant, je sais pas, sur les marchés. Voilà. C'est ça, en créant pas de valeur. Et l'argent par là, c'est de la situation. Voilà, c'est tout. Hein. C'est ça, exactement. Ok. Du coup, troisième thème de notre réflexion.
est-ce que pour les gens qui ont commencé à monter des boîtes, qui en ont monté ou qui vont en monter, quels seraient pour toi vraiment les 3 types fondamentaux pour bien structurer sa stratégie financière? Vraiment les éléments de base, si tu as vraiment 3 types de base pour bien structurer sa stratégie. Ok. Je pense que dans une société, dans une entreprise, il y a des pôles sur lesquels il ne faut pas lésigner, il ne faut pas regarder nécessairement la dépense, il ne faut pas chercher à optimiser les dépenses. Et le premier auquel je pense, c'est le comptable. Le comptable, alors c'est certes de manière grossière, on pense que le comptable, c'est la personne qui va nous aider à faire le bilan, le compte des résultats à la fin d'année pour publier les résultats, mais le comptable, c'est beaucoup plus profond que ça. Le comptable, il a une mission de conseil. Le comptable, il a des notions en fiscalité, il a des notions vraiment connexes à tout l'univers de l'entreprise, et il ne faut pas simplement le voir comme la personne qui va nous aider en fin d'année, il faut voir comme limite comme notre conseiller financier, entre guillemets, dans tout ce qui a trait à la gestion de l'entreprise. Euh, il va nous permettre notamment, on peut lui déléguer par exemple de l'administration qui est lourde pour l'entreprise. Donc c'est vraiment un investissement, le comptable. Il ne faut pas considérer que le comptable, ça coûte cher. Un comptable, si on prend un bon comptable, ça coûte entre 4 et 10 000 euros par an, suivant la taille de l'entreprise et les missions qu'on lui demande et qu'on a prises. Mais grosso modo, c'est un véritable investissement, à la fois pour avoir des comptes clairs, à la fois pour comprendre aussi à l'intérieur tous les engrenages financiers de notre entreprise, parce que le comptable, il est là aussi pour extraire toutes les données financières et nous les expliquer, pour comprendre d'un point de vue stratégique les conséquences des décisions qu'on a prises et de voir ce qui a été bon, ce qui a été moins bon et où est-ce qu'on a des leviers pour corriger ou améliorer ou ajuster. Donc je pense que le comptable, c'est la première chose, ce serait le premier tip que je donnerais, je pense, c'est prendre un bon comptable, ne pas lésigner nécessairement, ne pas chercher à faire des économies sur un comptable en prenant un comptable moins cher ou qui nous donne. Non, c'est vraiment capitaliser sur l'expertise du comptable en prenant conseil auprès de lui. Ça, je pense que ce serait le premier. Le second, ce serait peut-être prendre un advisor. Alors, prendre à temps partiel, à temps plein, ou un advisor qui peut être aussi un autre entrepreneur. Hein, ça peut être juste du networking, pas nécessairement embaucher quelqu'un, absolument pas. Mais pourquoi? Parce que quand on est entrepreneur, on va faire face à des problématiques. Et souvent, ces problématiques-là, c'est des problématiques qui ont déjà été rencontrées par des personnes qui ont fait ce qu'on voulait réaliser. Et donc, je pense que plutôt que de perdre du temps à essayer de réinventer la roue, à essayer de réinventer une solution à un problème qui existe déjà, c'est peut-être une excellente chose de prendre la solution auprès de quelqu'un qui a déjà vécu la situation, qui va la voir avec son œil d'expertise, avec son œil du vécu, et donc qui va nous permettre d'une, de gagner du temps sur la résolution, de deux, de gagner de l'argent. Donc je pense que s'entourer de personnes dans son cercle proche d'entrepreneurs, de personnes qui ont déjà, que ce soit pour la résolution d'un problème ou pour que ce soit un problème vraiment urgent ou un problème de questionnement sur le positionnement, de questionnement sur la politique de prix. Voilà. Je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un d'expérience autour de soi, donc peut-être advisor. Ça peut être un bon point avec le comptable. Et le troisième, tu m'en as demandé 3, je crois. Je Ouais. pense que de manière complètement basique, ce serait de comprendre toutes les conséquences de nos décisions d'un point de vue financier et de comprendre et mesurer le retour sur investissement de chacune des décisions qu'on prend. Ça implique de savoir si les décisions qu'on prend, elles sont utiles, est-ce qu'elles sont importantes, est-ce qu'elles sont urgentes. Par exemple, si on considère que faut prendre chaque décision, faut voir l'objectif de la décision et la conséquence que ça va avoir. Si par exemple, on veut gagner du temps, recruter un assistant ou une assistante, ça peut être une bonne chose. Après, il faut considérer le retour sur investissement financier, mais le retour sur investissement temporel aussi, parce que former des gens, ça prend aussi du temps. Si on veut développer nos ventes, recruter un commercial, ça peut être une solution. Et c'est en ça que je pense que mesurer toutes les conséquences de nos décisions sur le court terme, le moyen terme et le long terme, c'est un excellent tip à garder en tête. Et ça peut permettre aussi de chercher des alternatives. Par exemple, si on est dans la partie marketing, on essaye de développer les ventes, on essaye de trouver son positionnement, sa cible, etc. Plutôt que peut-être acheter une étude de marché qui va coûter cher, on peut peut-être trouver une solution alternative qui serait de tester sur un petit échantillon nous-mêmes le marché. Tu vois. Donc c'est en ça C'est que je d'ailleurs dis conseillé. mesurer. C'est d'ailleurs très conseillé. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que je pense que le dernier, ce serait vraiment comprendre en fait toutes les conséquences de notre décision, voir s'il n'y a pas des alternatives moins coûteuses en temps et en argent en mesurant le retour sur investissement de chaque décision financière. Ok, donc en gros, on lésine pas sur le comptable parce qu'il va nous aider à traduire
tout un tas d'éléments qu'on ne sait pas comment traduire sur la santé financière de l'entreprise ou du projet en cours. Deuxième sujet, c'est avoir soit dans son board, soit dans son entourage proche, un advisor qui a des compétences, notamment du point de vue financier ou de l'expérience sur le type de marché, qui va nous aider aussi à faire les bons choix sur les investissements à réaliser. Et le troisième élément, c'est on ne dépense pas d'argent sans réfléchir à la rentabilité. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas 1 euro égale on verra ce qu'on gagne. C'est je dépense 1 euro parce qu'à terme, je dois gagner 1,10 €, 1,20 €, 1,50 €, 2 euros dessus, en tenant compte des coûts de part, mais également des coûts cachés. Et il y a un sujet dont tu as parlé qui est important aussi, c'est la formation. C'est parce qu'on a tendance à dire bon, bah, c'est pas grave, on mettra une personne pour faire ça. Oui, sauf que cette personne, il ne suffit pas de la mettre là, c'est un peu facile. Et puis, c'est pas du tout confortable pour elle. C'est-à-dire qu'il faut bien la choisir, il faut le délai de recrutement, il faut bien la former, il faut l'accompagner, il faut lui utiliser un certain nombre de temps. Donc, recruter un sales, bah, ça veut dire derrière avoir un CRM, notamment, etc., etc. Donc, troisième type important, c'est on analyse systématiquement la rentabilisation, pas forcément immédiate, mais au moins un moyen des actions qu'on va mener dans le cadre de la création du projet. Exactement. Je suis très content. Et si on tourne le sujet dans l'autre sens, et que je te demande, bon, c'est quoi les grosses bêtises à pas faire? De manière évidente, c'est une que j'ai faite. D'ailleurs, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être diversifié d'un point de vue de son portefeuille client et de ne pas être dépendant d'un client. Dépendant, ça veut dire à partir de plus de 50% du chiffre d'affaires sur un seul client, on est dépendant du client. Parce que si le client part, s'il fait faillite, on perd 50% de notre CA. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dépendant de clients. Alors, c'est difficile au début, parce qu'au début, on ne va pas forcément trouver 10 000 clients tout de suite. Donc, mais le plus possible, ça va être de diluer son risque en diversifiant et en répartissant son chiffre d'affaires un maximum sur le plus grand nombre de clients possible. Ça, je pense que c'est une erreur surtout à ne pas faire. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel on est. Hein. Ça se porte pas pour tout le monde, mais disons que dans la majorité des cas, si on est dépendant et que la personne fait défaut, l'entité fait défaut, elle nous entraîne avec nous, elle fait domino. Je pense que la seconde erreur, ce serait de vivre en théorie. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que je disais sur le BP. C'est beaucoup mieux de tester ses offres sur le marché, d'avoir un feedback utilisateur, d'itérer sur les feedbacks utilisateurs pour améliorer son produit, améliorer son service, que de simplement se dire, sans tester, je fais sur le papier le produit le plus parfait possible, ma stratégie, mon funnel de vente, ça semble parfait, mais si on ne le teste pas, peut-être qu'on n'a pas le bon positionnement, mais qu'on a le bon produit, donc la cible ne voit pas notre message, donc au final, on ne fait pas de vente. Donc, ce que je veux dire, c'est les plans, en théorie, c'est très bien, mais ils sont jamais bons. Donc, il faut les tester. Donc, c'est surtout, il ne faut pas avoir peur de tester l'idée, la tester à moindre frais, sur petit échantillon, plus grand, mais il ne faut surtout pas penser que ce à quoi on pense va forcément arriver. Il faut vraiment tester l'idée pour voir les conséquences et les résultats de cette idée. Notamment sur le plus important, c'est quand on lance un service ou un produit, c'est de récolter le maximum de feedback utilisateur pour voir s'il y a des features en trop, des features qui manquent, s'assurer qu'on parle à la bonne personne de la bonne manière pour s'assurer qu'on ait le bon positionnement, la bonne politique de prix. On peut tester les prix, on peut diviser son prix par deux. Si on a un problème, par exemple, de vente, on peut diviser son prix par deux. Si les ventes n'augmentent pas, c'est que le problème, c'est pas un problème de prix. Donc, c'est pour ça, je veux dire, faut pas faut pas hésiter à tester. Ouais, c'est très juste. Et en fait, ce que tu dis, et encore une fois, c'est là, tu vois que c'est quand même super lié. C'est extrêmement valable pour la finance, extrêmement valable pour le marketing. Parce que la diversification des clients, bah, c'est exactement comme la diversification des actifs dans un portefeuille. C'est exactement comme la diversification des sources de financement. C'est pour ça que demain, une startup en croissance, elle va avoir analysé toutes les possibilités entre son financement interne, le love money, les subventions, les éléments étatiques comme la BPI, les aides des incubateurs, etc. Puis derrière, un peu de business angel, puis derrière, un fonds, faire en sorte que, tant qu'à être, d'être un peu dilué, parce que de toute façon, quand tu lèves, bon, à part l'effet de levier bancaire, d'ailleurs, je n'ai pas parlé, la banque, qui est du coup forcément moins dilutif, il y a un peu plus de responsabilité, et en tout cas, il faut rentrer le remboursement de prêt dans le prévisionnel, alors que la dilution, on parle plus de la valeur à la sortie des actionnaires. Mais au final, tous ces éléments-là font que plus tu as diversifié tes sources de capitalisation,
plus tu as le contrôle, entre guillemets, de ton entité. Ça, c'est quand même ma chose, c'est que tu n'as pas un VC ou un business angel qui possède 60% de ton capital, parce qu'il fait ce qu'il veut. Ou même pire, à 67, il a la majorité des 2 tiers, c'est fini, quoi. Tu ne diriges plus rien. Donc, mais de la même manière que ça se construit dans la répartition des investisseurs d'une entreprise, et en fait, ça se réfléchit de la même manière sur des investissements tout court. Hein. Quand tu investis, tu n'investis pas uniquement sur un sujet, tu vas diversifier. Hein, c'est fameux, on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Hein, c'est la bonne remarque à grand-mère, mais enfin, c'est quand même assez valable. Et c'est valable pour tout. Pour la capitalisation de l'entreprise, pour les investissements réalisés par l'entreprise. Et tu vois, sur les dépenses, on le voit aussi. Souvent, les startups ont tendance à dire bon, bah voilà, pour exécuter telle tâche, on a besoin d'un prestataire externe. Bon, bah on va tout confier à lui. Mais c'est super dangereux. Parce que si ton prestataire te fait défaut, que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'avez pas de bon résultat, nous, on a eu le cas en accompagnement il n'y a pas longtemps, c'était désastreux pour l'entreprise parce qu'ils ont englouti une somme faramineuse chez des gens qui n'ont pas forcément fait le boulot. Alors que s'ils avaient scindé un petit peu les tâches et s'ils avaient su se dire bon, voilà, telle partie, on va le confier à un tel, telle partie, on va le confier à un tel, donc, cas, ils auraient peut-être perdu que 40 ou 50% de la somme et ils auraient pu rattraper le boulot par l'autre. Et c'est au final la même chose, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la répartition des clients, parce que si tu as un client qui te fait 90% de ton chiffre d'affaires, demain il disparaît, tu disparais avec lui, quoi. Et après, la deuxième erreur fondamentale sur la théorie, sur la théorisation à l'extrême, bon, là, évidemment, on peut être d'accord, quoi. C'est qu'au final, tout ne se passe jamais comme prévu. Il faut admettre et intégrer dès le départ que, et c'est pour ça que la présence de l'advisor, du comptable, ont vraiment une différence, enfin, marque vraiment une différence dans le développement de ta stratégie. Parce qu'à un moment, ils vont te dire attention, ce qu'on a prévu, ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Il va falloir être capable de le faire évoluer. Et c'est aussi pour ça, encore une fois, qu'on peut faire le lien entre le marketing, où on va se dire, bon, bah voilà, il faut tester et itérer son produit viable avant de dire, OK, une traction, et on peut utiliser des effets de levier pour développer la croissance. Très simplement parce que, au final, c'est ce qui fait la différence, c'est l'insight du consommateur ou de la consommatrice. C'est le client qui va dire, bon, je prends pas. De prix, et je suis d'accord avec toi, elle est très aléatoire. Donc au final, comme tout ne se passe pas comme prévu, il faut vraiment se poser la question sur les dépenses, de se dire, bon voilà, est-ce que cette dépense est cruciale et surtout, est-ce que cette dépense est validée par les insights du client? C'est-à-dire, est-ce que cette dépense répond à une partie de la problématique de mon client? J'ai envie de te dire, basiquement, au tout départ, hein, quand on revient sur cette réflexion de bootstrapping, c'est vraiment le fait de dire, OK, je dépense de l'argent uniquement. Alors, je ne parle pas des coûts structure, hein, déposer des statuts, tout ça. Hein, ça, c'est un peu c'est à côté, c'est intouchable. Mais après, toutes les dépenses de l'entreprise ne sont que des dépenses qui visent à répondre à la problématique du client. Est-ce que l'euro que je dépense répond en partie à la problématique du client? Sinon, ça dégage. Si oui, ça reste parce que ça répondra notamment à un des tips fondamentaux que tu as donné, c'est-à-dire cet euro-là, il deviendra 1,20 €, 1,50 €, 2 € parce qu'il répond à une problématique, donc il générera du chiffre d'affaires. Exactement. Ouais, les erreurs sont super claires. Donc, moi, j'en ai même une autre qui m'est venue, c'est que croire que le marketing est la solution à un problème de chiffre d'affaires, c'est complètement faux. Parce que si de manière organique, ton produit ne se vend pas, c'est pas avec de la publicité qu'il va se vendre. Donc pour moi, pour augmenter son CA, il y a plusieurs variables. Il y a soit augmenter le trafic, soit augmenter la conversion, soit il faut faire une nouvelle offre. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. C'est pas parce qu'on a un produit ou un service qui est génial que ça va le durer tout le temps. Donc, je pense que parfois, dans le temps, il faut soit innover en améliorant son produit ou son service, soit ne pas lésigner sur l'idée de créer peut-être un autre service annexe, parce que justement, à long terme, la croissance de l'entreprise elle va se faire avec ces 3 variables-là. Il y a le trafic, il y a la conversion et le lancement de nouvelles offres. Ouais, c'est très juste parce que souvent, les entrepreneurs, quand ils montent des projets, et ça, nous, on les pousse à le faire systématiquement parce qu'ils ne le font pas, c'est intégrer le cycle de vie du produit ou du service. C'est que, en fait, le cycle de vie produit-service, alors ça correspond à ton PMV qui devient un produit complet, qui a des options spécifiques, qui devient moins cher dans une version plus simple, qui a une partie frais, etc. Pour schématiser bêtement le cycle de vie d'un produit.
Mais derrière, en fait, il faut savoir que ça ne va pas du tout répondre au même segment de clientèle. Parce que les early adopteurs qui n'ont pas de problème à utiliser, enfin, c'est-à-dire les tout premiers adopteurs de la solution, eux, ils n'auront pas de problème à utiliser un PMV un peu bancal parce qu'ils trouvent que le bénéfice est génial. Pour autant, ce qu'on appelle les majorités, donc la majorité précoce, elle est vraiment complet, avec un SAV béton, avec un boarding super bien fait, des features sympas pour pouvoir continuer à voler le produit. Et les majorités tardives, eux, ils vont dire, bon, bah, moi, le produit de base, je le prendrai que quand il sera à moins 50%, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, c'est clair. C'est une grosse erreur de considérer que on a un produit ou une idée géniale et ça s'arrête là et ça sera pour toujours comme ça. Tu Ouais. vas Et dire ça à Kodak. ouais, c'est ça. Et qu'il suffit de mettre de l'argent en marketing ou en publicité pour que le produit se Comme, vende. ouais. Et du coup, En ça, c'est com, ouais, sûr c'est que c'est clair. plus clair. Et Ouais, du c'est coup, ça clair. me fait C'est pas la penser. com qui fait la différence, tu vois. C'est clair. Ouais, dis-moi. Ouais, c'est pas la com qui fait la différence là-dessus. C'est clair. Ouais, exactement, c'est ça. Et ça me fait penser à une autre typologie d'erreur qui permet de lier encore une fois la finance et le marketing, c'est que je pense que c'est une très mauvaise chose de se priver de ce qu'on appelle le cerveau collectif, c'est-à-dire d'une équipe qui soit pluridisciplinaire, ce dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, avec des compétences clés. Parce que, en fait, le cerveau collectif, je peux l'imaginer de manière très simple, c'est que plusieurs batteries connectées entre elles vont produire beaucoup plus d'énergie qu'une seule batterie. Donc, c'est pour ça que je pense que d'un point de vue financier, c'est une très bonne chose d'investir sur des compétences clés et de prendre des personnes, donc de recruter des personnes qui sont beaucoup plus compétentes et intelligentes que nous dans des secteurs spécifiques de l'entreprise. Et ça me permet d'aller sur le deuxième point, qui est, je pense que c'est une erreur de ne pas développer une véritable ADN de marque, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, un vrai branding de marque, parce que c'est ce qui fait notamment la différence dans plein de secteurs, notamment par exemple dans la téléphonie, entre Orange, Free, SFR et tous les opérateurs possibles, ce qui va faire la différence, c'est uniquement le prix. Tu vois, il y a très peu de branding, de love branding dans ce secteur-là. Pareil, dans l'aviation, quand tu réserves ton billet d'avion, tu vas chercher en fonction de ce que tu veux, tu vas prendre probablement le moins Oui, c'est cher clair. si tu as les mêmes choses. Exactement. Alors que tu vois, si tu arrives à créer un vrai branding corporate autour de ton entreprise, la politique de prix elle va rentrer en secondaire. Tu vois, la raison pour laquelle Apple peut se permettre de vendre des iPhones aujourd'hui à 1400 euros, c'est parce qu'avant, ils ont créé une vraie marque puissante et aujourd'hui, les gens vont même faire des crédits pour acheter des téléphones à 1400 euros. Il y a 10 ans, dépenser 1400 euros, donc plus qu'un SMIC dans un téléphone, c'était c'était inenvisageable. Et aujourd'hui, ça l'est. Et ça, c'est juste parce que c'est une question de branding. Et donc, je pense qu'investir dans son branding, donc là, c'est marketing financier. Euh, Quand on prend des décisions marketing, c'est aussi des décisions financières. Il ne faut pas avoir peur de faire un chèque si c'est pour investir dans son branding de marque. Enfin, dans son branding d'entreprise, pardon. Ouais, ou d'internaliser la compétence clé. C'est-à-dire que Ouais. clairement, un duo entre un tech et un financier sur une plateforme, par exemple, vont peut-être, il va falloir peut-être admettre, intégrer qu'il va falloir un troisième associé qui a la compétence clé marketing pour justement créer ce branding-là, pour justement faire toute la stratégie, toute la création de contenu, etc., pour justement drainer du monde, obtenir de l'affectif. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et faire en sorte que les gens restent affiliés, entre guillemets, à cette marque, à cette entreprise-là. C'est pas uniquement le produit tient la route. C'est le produit est cool, la philosophie derrière le produit est cool, la valeur transmise va bien au-delà du produit seul, et au final, elle est peut-être, je sais pas, 5, 10, 15, 20%, tout est relatif, entre guillemets, de capitalisation, on va pas dire perdue, mais transmise, la compétence clé qui manquait, auront au final fait une grande partie du succès de l'entreprise. Ouais, De toute façon, exactement. le succès de l'entreprise, alors, il n'y a pas de formule magique, hein, mais il y a une partie de l'équation du succès réside notamment dans l'intégration des bonnes compétences clés. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, j'étais nul en maths. Voilà, il me fallait un matheux de l'équipe. Sinon, ça passait pas. C'est mieux maintenant. Mais à l'époque, ça passait pas. Bah ouais, c'est vrai. Bon, ouais, c'est super clair. On va terminer sur un dernier sujet, mais c'est un gros sujet quand même. C'est un sujet qui est super important pour toi parce que Bitmarket communique énormément là-dessus. On va parler un peu Web3, Web décentralisé. Alors, on va pas faire toute une définition du Web3, du Web décentralisé.
J'invite toutes celles, tous ceux qui regardent notre échange et qui n'ont pas encore trop la maîtrise du sujet. Bon, il y a tout un tas de définitions assez claires du Web3 et de la décentralisation. Et évidemment, je ne peux que vous inviter à suivre la newsletter de Willy qui vous donne plein d'infos sur le sujet pour en avoir les bases. La question, si on parle de Web3, et qu'on se remet dans le prisme de la stratégie financière des startups. Pour toi, qu'est-ce que le Web3, dans l'ensemble, hein, les métaverses, les NFT, les crypto-monnaies, etc., qu'est-ce que le Web3 va apporter comme changement majeur aux stratégies financières des entreprises et particulièrement des startups? Je pense que ce que le Web3 révolutionne majoritairement dans la partie financière des startups, ça va être leur capacité à se financer, premièrement. Parce que, alors, un exemple très simple, c'est les ICO. Donc, les ICO, c'est-à-dire comment on lève des fonds pour se financer. Donc, en bourse, en bourse, c'est un peu différent. Mais disons, en crypto, ça va être simple, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde peuvent participer au financement d'un projet d'entreprise. Donc, ce qui correspond un peu au financement participatif qu'on peut connaître, hein, le crowdlending, etc. Sauf que là, c'est décentralisé. Donc, ça nous ramène un peu au fondement même de ce que c'est que le Web3 et la blockchain, c'est-à-dire que décentralisé, ça veut dire que le pouvoir n'est pas centralisé par définition. Donc, il est distribué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est distribué Mais il appartient à partout. tous ses utilisateurs. Ouais. Exactement, le pouvoir est distribué aux utilisateurs. Ensuite, c'est transparent et accessible. Donc, les données sont accessibles et transparentes. Ça veut dire que n'importe qui est capable d'aller voir les données, est capable d'aller voir les transferts, les mouvements d'argent faits sur la blockchain. Et donc, si on comprend ces définitions-là, on se rend compte que les ICO, c'est un excellent moyen pour les entreprises de manière sans intermédiaire, de pouvoir lever des fonds. Parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui nous permettent de lever des fonds, mais évidemment, elles prennent des commissions au passage, etc. Là, c'est vraiment... Et donc, elles ont le monopole parce que c'est elles qui centralisent l'argent qui est récolté. Aujourd'hui, avec le Web3, c'est complètement décentralisé, donc il n'y a plus d'organe central, et donc on peut lever des fonds auprès de quasiment tout le monde autour de la planète, et ça, c'est quand même révolutionnaire. Ensuite, quand je dis ça révolutionne pour les entreprises et les startups leur capacité à se financer, c'est aussi avec l'avènement et le développement de ce qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée, qui, pour faire simple, c'est l'équivalent de la finance traditionnelle, donc les banques, sauf que tous les produits qui existent de manière traditionnelle, donc les prêts, les emprunts, les comptes à épargne, etc., ça existe dans la finance décentralisée, mais avec les avantages de la blockchain, c'est-à-dire sans intermédiaire. Et donc, les entreprises peuvent se financer avec les ICO en levant des fonds auprès d'entités réellement physiques, donc des entreprises ou des particuliers, mais elles peuvent aussi faire des emprunts à des taux plus intéressants que les banques traditionnelles, grâce à des smart contracts, grâce à la finance décentralisée. Donc, des smart contracts, c'est grosso modo, c'est un code informatique et un algorithme, et quand les conditions sont remplies, ça s'exécute automatiquement. Donc ça, c'est vraiment la technologie blockchain qui va permettre de révolutionner la manière dont les entreprises peuvent se financer avec les ICO notamment, et ce qui a explosé d'ailleurs en 2017, et les emprunts ou les prêts. Ensuite, ce que je peux voir, c'est au niveau paiement en ligne, notamment parce que l'e-commerce et le paiement en ligne a déjà explosé sur la dernière décennie, et d'après les projections que j'ai vues récemment, ça va encore doubler quasiment sur les prochaines années. Et donc, le paiement en ligne, avec le Web3, ça va permettre de réduire tout ce qui est bureaucratie administrative, surtout en France, parce que c'est assez lourd. Et au niveau argent, ça va permettre de s'inscrire ou de payer des services sans avoir à donner nécessairement ses coordonnées bancaires ou ses données bancaires. Et ça, c'est important parce que dans ce qu'on appelle le Web 2, toutes nos données sont utilisées. Et en fait, on n'est plus propriétaire de nos données. Or, dans le Web 3, ce n'est pas le cas. On garde nos données, elles restent privées. Donc ça, c'est un point important. Et le second point, c'est qu'avec l'avènement des crypto-monnaies, si on fait du paiement en ligne, on va pouvoir payer dans plusieurs cryptos, dans plusieurs devises, et plus se cantonner à une seule et même monnaie, comme pourrait être l'euro. Aujourd'hui, par exemple, récemment, j'ai encore fait un achat en ligne avec ma carte bleue, et quand j'ai payé, je ne sais plus combien c'était, on va dire 10 euros. Quand j'ai vu le relevé bancaire, j'ai été prélevé de 10 euros plus des frais. Et donc, en fait, ça, c'est pénible, et c'est une contrainte pour l'utilisateur, parce que les banques traditionnelles vont prélever des frais supplémentaires quand on fait des achats dans des devises différentes. Or, avec les crypto-monnaies et donc ce paiement en ligne qui va probablement arriver sur plusieurs plateformes qui existent déjà. D'ailleurs, j'ai vu que sur Substack, il y avait des plans, tu pouvais déjà régler en crypto. C'est-à-dire qu'on peut régler quasiment sans frais dans plusieurs devises.
on n'a plus les problèmes d'expiration des cartes bancaires pour les entreprises, parce que par exemple, quand on est une entreprise et qu'on a un business model par abonnement et que les clients payent par carte bancaire, au bout d'un moment, la carte bancaire, elle a une date d'expiration. Donc, c'est-à-dire que les gens vont automatiquement se désabonner. Donc, la solution, ce serait le virement bancaire. Mais donc, il y a pas mal de contraintes dans ce point de vue-là. Si on transpose ce problème aux crypto-monnaies, bah, on a dû tout de suite supprimer le problème, parce qu'il n'y a plus le problème d'expiration. Donc, je pense, voilà, d'un point de vue financier, capacité à se financer, c'est excellent. D'un point de vue gain financier par rapport à l'utilisateur, c'est excellent. Et après, il y a notamment Elon Musk qui a converti une partie de sa trésorerie en crypto. Donc, les cryptos peuvent représenter aussi une. Peut-être si à la fin de l'année, on a un bilan positif avec un excédent de trésorerie, peut-être qu'on peut consacrer une partie à la crypto-monnaie ou à des projets crypto-monnaie pour financer aussi cette économie ou pour investir une partie de l'argent de l'entreprise si c'est un petit pourcentage du capital et qu'en fin d'exercice, on peut se le permettre. Voilà, grossièrement, j'ai balayé 2-3 grands sujets, pas en surface, mais je pense que c'est les idées principales qui me viennent suite à ta question. Ouais, donc au final, ça répond à tout un tas de problématiques de financement des entreprises. L'ICO et les smart contracts via la DeFi, donc les emprunts avec des taux d'intérêt largement préférentiels. Il n'y a pas de coût de plateforme dans le cas de ton ICO, tu le gères de bout en bout, hein, à partir du moment où tu dis ton token de ta crypto. Pour les utilisateurs, demain, il y aura moins de frais, il y a pas de renouvellement de carte bleue. Les données, le fameux voulez-vous laisser votre numéro de carte bleue sur ce site, confiance à ce site, c'est fini. Ta donnée, c'est ta donnée, ta carte bleue, elle ne plus à droite à gauche. Donc déjà, la sécurisation des systèmes, là, c'est un gros sujet pour les utilisateurs. La sécurisation des systèmes sera plus du tout la même, ça c'est certain. Là-dessus, et la possibilité, en effet, c'est une nouvelle source d'investissement aussi demain pour les entreprises. Je suis d'accord avec toi quand il reste un peu sous en fin d'exercice. Mais juste une remarque là-dessus, parce que forcément, les gens qui vont te voir vont aussi te poser la question, parce que bon, on parle quand même beaucoup de l'hiver des cryptos, hein, du fait qu'on a quand même aujourd'hui des crypto-monnaies dont les cours ont assez largement chuté. Est-ce que tu penses que la grande volatilité des cryptos actuels et les secousses qu'il y a dans l'écosystème vont ralentir, voire brutalement l'intégration du Web3 par des entreprises plus traditionnelles que les entreprises du Web3? C'est une excellente question. J'aurais du mal à te répondre avec certitude. Ce dont je suis quasiment sûr, c'est qu'en fait, la valeur d'une crypto-monnaie, tu me parles de volatilité, la valeur d'une crypto-monnaie, elle est fonction de son utilité sur le long terme. Mais sur le court terme, elle est uniquement fonction de l'offre et de la demande. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de volatilité en crypto-monnaie par rapport à des actions en bourse. C'est parce qu'en crypto-monnaie, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les cours vont monter et inversement. Donc, on a une volatilité extrême, surtout que les crypto-monnaies à l'échelle de la finance traditionnelle, c'est minuscule. Aujourd'hui, ça pèse 1000 milliards, donc 1 trillion. La bourse, c'est 90 trillions. Donc, c'est 90 fois plus gros. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il suffit comparément, il suffit de pas beaucoup d'argent pour faire et monter les cours d'une manière énorme. Parce que, par exemple, si le Bitcoin aujourd'hui pèse 300 milliards de capitalisation de marché, équivaut, on va dire, 15 000 $, pour que son prix double et passe à 30 000 $, il faut que sa capitalisation double. Donc, il faut que 300 milliards supplémentaires soient investis. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité en crypto, parce que les capitalisations sont faibles. Et à la différence des actions en bourse, qui, elle, l'évolution du prix, elle est fonction des annonces de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire une hausse de la productivité, une innovation, un pic de vente. Donc, c'est vraiment rationnel. En crypto-monnaie, c'est pas le cas. C'est vraiment, à court terme, l'évolution du prix, c'est de la spéculation. À long terme, c'est l'utilité. C'est pour ça que le Bitcoin et l'Ether, à long terme, ils ont une croissance. Donc, je pense que tous les projets qui ont des fondamentaux solides, c'est-à-dire qui ont une vraie utilité, qui ont des utilisateurs sur ce réseau-là, qui drainent des revenus, je pense que ces projets-là sont là pour rester. Et je pense que les entreprises du Web 2, pour répondre à ta question, vont profiter de spotter ces projets-là pour accélérer une transition vers ces projets pendant justement les marchés baissiers et pendant la peur des marchés. C'est là où les bonnes opportunités se créent, parce que les meilleures opportunités se font toujours à l'achat, jamais à la vente. Donc, je pense qu'actuellement, en background, tu vois, dans l'ombre, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne voit pas, nous, le grand public. Et que tous les projets, tu vois, on parlait de NIR tout à l'heure en préambule, je pense que tous ces projets-là, ce sont des projets qui drainent beaucoup d'attention,
je pense qu'il y a pas mal de gros joueurs qui se positionnent sur ces typologies de projets-là, et qui va favoriser une transition du Web 2 vers le Web 3, des acteurs du Web 2 vers les acteurs du Web 3. Après, je ne pense pas que la volatilité soit un frein à court terme, parce que de toute façon, si les cryptos sont un succès, si c'est un marché qui va avoir du succès, à terme, c'est un marché qui va trouver sa maturité. On en est encore loin. Peut-être que d'ici une dizaine d'années, une bonne décennie, le marché crypto aura une capitalisation nettement supérieure à celle d'aujourd'hui, donc beaucoup moins volatile, et donc de manière a fortiori, la maturité du marché ça sera atteinte, et donc on aura une vraie transition beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, où l'écosystème est un peu instable d'un point de vue de la variation des prix. Mais je pense qu'on est encore loin. Là, évidemment, c'est le début, c'est la naissance, mais la transition Web 2 ou Web 3, à mon avis, on commence à la voir. Mais je pense que le plus gros de cette transition va se faire plutôt dans les 10 ans qui arrivent. Ouais. Ben, alors, ce que j'ai vu, c'est qu'au final, les vrais projets resteront. Les projets on en parlait tout à l'heure de mission d'entreprise. Je pense que les vrais projets qui ont une vraie mission d'entreprise, et pas uniquement faire de la spéculation sur leur propre token, perdureront et évolueront. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'il faut aussi laisser un peu de temps, parce qu'au final, on parle de sujets, à part le Bitcoin qui est un petit peu plus ancien, on parle de sujets qui sont ultra récents, quoi. On parle pas de business, on parle pas de projets qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, quoi. On a tendance à zapper qu'Apple, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ou pas loin. On parle de NIR, ça a quoi, 2 ans? Comme ça, NIR, ça a à peine 2 ans. C'est hyper récent. Et après, là, moi, je terminerai en complément de ce que tu dis, sur le fait que l'adoption, elle se développera encore davantage sur les acteurs du Web 2 vers le Web 3, à partir du moment où les projets qui nous portent de vraies missions donneront des bénéfices d'usage qui sont un peu plus transversaux. Tu vois, je pense que c'est peut-être ça qui peut manquer aujourd'hui un petit peu dans le Web 3. C'est que demain, quand tu parles du Web 3 avec des gens qui ne sont pas du tout au fait du sujet, et la première question, c'est ça sert à quoi en fait? Alors après, je pense que les grosses plateformes et les GAFAM, plus ils appuieront sur la centralisation des données, plus ça permettra au Web3 d'émerger en disant non mais attendez, nous on a un système décentralisé. Donc ça c'est un premier sujet. Mais je pense que quand demain des acteurs dont on parlait comme Solana, comme NIR, comme Cosmos, qui ont sont pas forcément meilleurs que d'autres, mais qui ont en tout cas dans leur philosophie de travail une mission, un vrai objectif sur des projets solides, créeront des passerelles de bénéfices d'usage très forts pour des utilisateurs qui n'ont pas besoin de comprendre la technicité pour s'en approprier l'usage. On aura vraiment atteint quelque chose, et je pense que c'est pas si loin en fait, et notamment on le voit aujourd'hui dans le jeu. Les premiers qui arrivent à vraiment mettre le doigt dedans, au-delà des métaverses type Sandbox, Roblox, etc. La plus grosse plateforme Roblox, parce que ça joue et qu'au final c'est pas compliqué de se brancher et de jouer à un jeu, quoi. Et pourtant Roblox c'est un acteur du Web3 parce que c'est un métaverse, parce qu'il y a des tokens, etc., quoi. Donc je pense aussi que ça va pas forcément ralentir, ça va peut-être crémer un peu certains projets qui ne tenaient pas la route, en l'avenir à des projets qui tiennent la route, et il lui faut juste un peu de temps pour encore drainer des bénéfices d'usage plus clairs pour des utilisateurs qui ont encore une fois besoin de connaître la technique, tu vois. C'est clair. Je pense que le point que tu soulevais à la fin, il est très pertinent, parce que ça va dépendre aussi des industries et des secteurs. Tu vois, tu parlais du gaming juste avant. Le gaming est vachement en avance sur la transition Web 2 Web 3, parce que un historique très rapide, c'est le gaming. Avant, on achetait le jeu pour pouvoir y jouer. Après, on a eu la version freemium avec tout ce qui était Fortnite. Le jeu était gratuit et tu pouvais acheter après des items à l'intérieur pour avoir des bénéfices. Et maintenant, avec le Web 3, on a la transition directe. C'est le jeu est gratuit et tu es payé pour jouer, notamment avec les tokens, tu vois. Et donc, cette transition-là, elle s'est faite beaucoup plus rapidement que dans plein d'autres secteurs du Web 3. Donc, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont à des niveaux de croissance et d'avancement différents. Mais c'est vrai que tu soulèves un très bon point auquel je n'avais pas pensé. Ça va dépendre véritablement des secteurs dans lesquels les secteurs qu'on analyse. Bah, tu regardes Roblox et Sora, aujourd'hui, c'est déjà des millions d'utilisateurs. Ouais, c'est clair, c'est incroyable. Et quand tu parles de Sora à des gens qui le connaissent à peine,
qui le trouvent cool, mais qui le connaissent à peine, au final, bah oui, c'est un acteur du Web3. Oui, c'est du token, c'est du Web3, il y a du NFT dedans, c'est sur une blockchain. Voilà, et on le voit de plus en plus, et notamment dans le jeu vidéo, on voit petit à petit Atari, alors qui est une très vieille boîte du jeu vidéo qui s'est mis sur le sujet, qui a créé son token. Square Enix vient de signer avec Oasis pour développer des jeux sur la blockchain. Donc ouais, bah après le jeu vidéo a toujours été assez en avance sur le sujet, mais aussi parce que ses utilisateurs sont plus acculturés à l'innovation technologique. C'est clair. Donc voilà, c'est assez logique. Et petit à petit, les secteurs vont le découvrir. Et quand on voit le nombre d'utilisateurs sur Roblox, on se dit que bon, voilà, quand les bénéfices sont clairs, tout le monde y va, quoi. Non, mais ok. Bon, écoute, on a fait le tour de nos questions. C'était un échange super enrichissant. Je suis super content qu'on ait vraiment fait ce parallèle entre les points communs finance marketing c'est hyper parallèle, quoi. Et je me l'étais dit une fois ou deux, tu vois, mais j'imaginais pas que ce soit à ce point. Et donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment super cool. Merci pour tes tips. Tes trucs et astuces et les petits éléments sur lesquels il ne faut pas se planter. Il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui montent des boîtes, qui sont en train de monter ou qui développent leur projet et à qui tes conseils vont vraiment, vraiment profiter. Ça, j'en suis intimement persuadé, quoi. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Si c'est à refaire, je le referai. Et donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir, c'était super. À bientôt. Salut, ciao.